Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet atelier destiné à l'inauguration du BRIC. Alors, vous allez entrer dans cet atelier avec vos micros et vos caméras coupés, pas d'inquiétude, c'est juste pour pouvoir garder de bonnes conditions d'écoute et de son. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer cet atelier. Alors voilà, vous participez bien à l'atelier numéro 5 de l'inauguration du BRIC, destiné aux matériaux de réemploi, inventaire et performance technique. Cet atelier vous est présenté par le CSTC, donc le CSTC qui est le Centre scientifique et technique de la construction. Alors, au programme aujourd'hui, nous avons donc l'accueil et puis Florence Poncelet, notre intervenante, présentera l'atelier pendant 20 minutes. Nous gardons 10 minutes de questions-réponses et puis alors nous procéderons à la conclusion de l'atelier. Si vous avez des remarques, des commentaires ou des questions durant l'atelier, surtout n'hésitez pas. Donc, vous avez un espace de discussion que vous retrouvez donc dans le bas de vos commandes Zoom. Et donc, vous pouvez relayer l'ensemble de vos commentaires, de vos remarques et de vos questions. Et je les transmettrai du coup à notre intervenante. Alors, je vous propose une toute petite interaction. Vous voyez maintenant à l'écran du coup un QR code que vous pouvez scanner. Je vous mets également le lien dans l'espace de commentaires. Alors, nous sommes encore rejoints par plusieurs personnes. C'est bien, on est nombreux. Et donc là, je vous propose du coup de prendre votre smartphone devant vous et de pouvoir du coup mettre certains mots et les mots vont arriver à l'écran et constituer un nuage de mots. Voilà, donc Florence, je pense que vous voyez avec nous du coup en présentiel les différents mots qui arrivent sur le nuage. Donc on a notamment intelligence, conception, philosophie, économie circulaire, adaptabilité, durabilité, un véritable enjeu, une nécessité. Ça ouvre probablement à des défis également, notamment écologiques. Écoutez, un tout grand merci pour vos réponses, c'est vraiment super chouette. Alors, on a une deuxième question à vous soumettre. Alors, quels sont vos défis ou les défis liés au réemploi des matériaux de construction? Et là, à nouveau, vous pouvez du coup envoyer les différents mots qui vont arriver à l'écran. Donc, je vais mettre également en nuage de mots. Voilà, ce sera plus sympa. Et vous pouvez tout à fait envoyer plusieurs mots, évidemment, par question. Et ben voilà, il y a déjà pas mal de choses qui arrivent à l'écran. Donc, on a notamment la question ou le défi du stockage, le défi du tri, le défi, j'imagine, de l'économie que j'ai vu passer, des matériaux, d'avoir du coup une sensibilisation, un budget, la caractérisation également, des outils de gestion, une garantie, traiter également le défi de l'impact financier quelque part, le défi également de l'encadrement. Donc voilà, j'imagine qu'on aura l'occasion aussi de rebondir sur ces éléments durant la présentation. Et alors, un autre mot qui nous est parvenu, c'est les trouver. Donc comment, j'imagine, trouver ces matériaux de réemploi. Voici donc notre intervenante du jour, Florence Poncelet, qui est donc chercheuse au laboratoire des solutions durables et circulaires au sein du CSTC. Alors, je vais la laisser présenter son atelier et se présenter elle-même également. Donc, Super. Donc, bonjour à tous et rebonjour à ceux qui sont présents en présentiel. Comme Charlotte l'a dit, je travaille au CSTC, au laboratoire Solutions Durables et Circulaires, et je vais vous parler de réemploi des matériaux et plus spécifiquement des inventaires et des performances techniques. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est le réemploi des matériaux et quels sont les grands défis et pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse, pourquoi est-ce que c'est intéressant. Donc tout d'abord, le réemploi de matériaux de construction, ça consiste à réutiliser des éléments de construction dans un nouveau contexte et ce sont des éléments qui ont été extraits de bâtiments qui allaient être démolis ou rénovés.
Alors, il faut bien distinguer le réemploi du recyclage, parce que le recyclage, ça consiste plutôt à réduire les éléments de construction à leur matière première, en matière première, tandis que le réemploi, pour le réemploi, on conserve les matériaux, les éléments de construction, mais il y a une série d'opérations qui peuvent quand même être réalisées, comme le nettoyage, le reconditionnement, la découpe, par exemple pour des dalles, ou l'entreposage. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant au réemploi de construction? Pour différents avantages, et certains en ont déjà cité tout à l'heure dans le WCLAP. Ça permet d'une part de diminuer la production de déchets, puisqu'on ne va plus jeter ces matériaux. Ça permet aussi de diminuer l'extraction de matières premières. Étant donné que les ressources sont limitées, on commence à le comprendre, c'est très utile. Et ça permet évidemment de diminuer l'impact environnemental qui est d'une part lié à la production des matériaux et d'autre part à l'élimination des déchets. Ça permet aussi de stimuler d'autres types d'économies, comme l'économie locale, parce qu'on va bien imaginer que lors du réemploi des matériaux, on va avoir besoin de main-d'œuvre pour démonter ces matériaux, les nettoyer, les reconditionner, les stocker même. Et ce sera une main-d'œuvre locale. Et donc, en fait, la valeur du produit va être transférée vers une valeur de main-d'œuvre. Et enfin, le réemploi des matériaux permet dans certains cas de conserver la valeur patrimoniale de ces matériaux. Alors, au CSTC, on s'intéresse à deux grands défis que pose le réemploi. Dans le WCLAP tout à l'heure, certains en ont déjà parlé. D'une part, nous, on s'intéresse dans le cadre du projet FCRBE, donc le projet Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements, à l'identification du potentiel de réemploi des matériaux. Donc, est-ce qu'un matériau a du potentiel ou non d'être réemployé? Donc ça, c'est une question qu'on traite dans ce projet qui est en cours et qui est fini cette année. Et on s'intéresse aussi à la question de l'évaluation des performances techniques des matériaux de réemploi. Et donc, dans le cadre du projet BBSM, donc le bâti bruxellois source de nouveaux matériaux, on a développé la question du cadre technique des matériaux de réemploi et donc comment évaluer les performances techniques des matériaux de réemploi. Et ce projet s'est terminé tout récemment, donc on a toute une série de délivrables qui sont disponibles, mais j'y reviendrai. Alors tout d'abord pour le premier défi dont je vous parlais, donc comment identifier le potentiel de réemploi. On s'est intéressé à ce sujet via la question de l'inventaire réemploi et de l'audit réemploi. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Un audit réemploi, c'est une opération qui est effectuée dans un bâtiment qui est destiné à être démoli ou partiellement démoli. Donc, ça peut aussi être dans le cas de rénovation si on décide de récupérer des éléments. Et cet audit réemploi, il va servir à estimer le potentiel de réemploi des différents éléments. Alors, le résultat de cet audit réemploi, il vient sous la forme d'un inventaire réemploi qui liste une série d'éléments potentiellement réemployables avec toute une série d'informations comme les dimensions, les quantités, l'état, etc. Et la réalisation de cet inventaire réemploi, on la considère comme une étape cruciale pour accroître la quantité de matériaux qui vont être véritablement réutilisés pour 4 raisons. D'une part, cet inventaire va permettre d'informer le maître d'ouvrage, mais aussi les architectes, tous les auteurs de projets, concernant les opportunités de réemploi qui sont présentes dans un bâtiment ou dans un site. Ensuite, ça va permettre d'avertir notamment les fournisseurs de réemploi, tous les acteurs qui tournent autour du réemploi, de la disponibilité de certains éléments et de contribuer à une circulation efficace des éléments concernés. Cet inventaire il va aussi permettre à indiquer quels sont les éléments à déconstruire soigneusement, donc aux démolisseurs, aux déconstructeurs et à tous ces acteurs. Et enfin, il va permettre de discuter de la récupération et du réemploi effectif de la destination des produits. Donc, c'est un outil d'aide à la décision aussi. Alors, un guide a été réalisé. Donc, c'est un guide pour l'identification du potentiel de réemploi des produits de construction. Et ce guide répond à une série de questions. Donc, il est structuré selon toutes les questions qui sont reprises ici. Ce guide est disponible gratuitement, donc vous pouvez le télécharger.
Et alors, la structure est faite de manière à ne pas devoir tout lire d'un bloc, mais on peut seulement s'intéresser à quelques chapitres. Donc, il répond aux questions quand effectuer un audit réemploi, qui peut le faire, quelles sont les finalités de réemploi, comment les ambitions définissent le type d'approche, comment réaliser un audit de réemploi, et donc comment identifier tout d'abord le potentiel de réemploi, quelles informations sont à rassembler, et une fois l'inventaire réalisé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Et il y a également une série d'annexes intéressantes. Alors, je ne vais pas pouvoir tout décrire, évidemment, parce que je n'ai que 20 minutes et 2 sujets à traiter, mais je vais reprendre les grands points. Donc, au niveau de la réalisation de l'audit réemploi, un des points importants, c'est de, dès le début, bien définir les attentes. Donc, qu'est-ce qu'on attend de cet audit et de cet inventaire réemploi? Est-ce que c'est juste avoir une idée vague de ce qui est possible, ou est-ce qu'on veut être très précis? Est-ce qu'on vise un maximum de réemploi? Et en fait, ça va vraiment définir la portée de l'inventaire. Donc, est-ce qu'on va faire un inventaire très exhaustif, ou est-ce que ce sera plutôt basique, on ne va pas rentrer trop dans les détails? Ensuite, on conseille d'y aller avec le bon état d'esprit. Donc, il faut savoir rester assez flexible parce que c'est un marché qui est très changeant en ce moment. Et alors, il faut aussi être assez curieux quand on fait un inventaire réemploi. Il ne faut pas se dire d'emblée, tel matériau, il n'y a aucune chance qu'il soit réutilisé. Il faut vraiment, ça demande de chercher, d'avoir un esprit ouvert. Ensuite, ça va se passer en 3 phases. Tout d'abord, l'identification, l'inventarisation et la transmission de cet inventaire. Et le processus va être itératif. Donc là, on le voit sur ce schéma. On va tout d'abord aller dans le bâtiment, l'inspecter, collecter une série d'informations, compléter l'inventaire. On va se rendre compte peut-être qu'il faut des informations en plus, donc on va devoir retourner dans le bâtiment. À un moment, on va transmettre cet inventaire à d'autres acteurs. Donc, en fonction de ce qui est visé avec le réemploi, ça va être soit au marché du réemploi, donc aux fournisseurs, etc., qui seraient intéressés par reprendre ces matériaux. Ça peut aussi être pour un réemploi sur site, un réemploi en flux tendu ou une donation. Et donc, tous ces acteurs qui vont être intéressés vont peut-être avoir besoin d'autres informations pour savoir si les matériaux les intéressent vraiment ou pas. Et donc, on va recompléter l'inventaire, etc. Donc, c'est vraiment un processus itératif et qui demande une interaction avec toute une série d'acteurs en fonction des cas. Alors, comment identifier en tant que tel le potentiel de réemploi? Il y a 2 possibilités qui sont... parfois, on va parfois le faire d'une manière ou d'une autre, mais parfois, on utilisera ces 2 manières d'identifier le potentiel de réemploi. Donc, la première, c'est par analogie. Donc, simplement savoir quel type de produits de construction sont couramment réutilisés et si ils sont présents sur le marché, se dire qu'il y a quand même des chances qu'ils soient encore réutilisés. Et la deuxième manière, c'est en utilisant des critères. Donc là, c'est une liste de facteurs d'influence qui sont positifs ou négatifs, qui vont influencer la réutilisabilité des produits de construction. Donc, on pense évidemment à l'état des produits qui doit être satisfaisant, mais on doit aussi avoir, par exemple, une quantité suffisante, une certaine homogénéité ou des dimensions standards qui les permettront vraiment d'être réutilisés autre part. Tout ce qui est authenticité, valeur, ça va être aussi des critères d'influence positive. La valeur économique, est-ce que c'est intéressant par rapport à des matériaux neufs ou pas? La facilité de déconstruction, évidemment, la logistique qui est réalisable, par exemple pour des grands éléments, s'ils sont difficiles à transporter, à stocker, ça peut être un critère d'influence négative dans ce cas-ci, etc. Et alors, comme critère d'influence négative, on a aussi tout ce qui est caractère obsolète, démodé, etc. Alors, en quoi ça consiste vraiment un inventaire? Donc, en fait, c'est un tableau, simplement, qui va reprendre une série d'informations de base. Donc, tout d'abord, toutes les informations sur le bâtiment, le propriétaire, l'inventaire en tant que tel, et puis une série d'informations sur les produits qui sont identifiés. Donc, il y aura l'identification des produits, une photo, puis tout ce qui est quantité, dimension, masse, la localisation sur site. C'est bien d'être assez précis parce que ce sera des informations qui seront nécessaires pour les déconstructeurs. Toute une série d'informations sur l'état et puis des remarques. Donc, ça, c'est vraiment les informations minimales à avoir pour chaque produit identifié. Ensuite,
on peut décider d'aller plus loin, mais ça ne sera pas toujours utile dans tous les cas et pour tous les produits. Mais par exemple, on peut avoir besoin d'informations supplémentaires techniques, donc de la documentation. Si on trouve par exemple des anciennes fiches techniques, ça peut être intéressant. On peut aussi décider de faire des tests techniques, des essais en laboratoire, si c'est des matériaux qui en ont besoin, par exemple des briques, on pourrait décider de faire des tests de résistance au cycle de gel. On peut aussi décider de faire une étude concernant l'impact environnemental, la faisabilité économique, des tests de démontage, etc. Donc ça sera vraiment adapté pour chaque produit qui est identifié et en fonction de chaque projet. Ce ne sera pas toujours pertinent de le faire, mais dans certains cas, ça sera vraiment intéressant de le faire. Donc voilà, ça c'était pour la partie inventaire. Donc il y a toute une série d'informations qui sont reprises sur le site FCRBE et vous pouvez télécharger gratuitement le manuel. Et je vais ensuite parler du deuxième défi qui est la justification des performances techniques. Donc ça c'est un sujet auquel on s'intéresse dans le cadre du projet BBSM. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait, pour les matériaux de réemploi, une absence ou même une insuffisance d'informations techniques et historiques concernant ces matériaux. On n'a pas de fiche technique quand on achète un matériau de réemploi, ou très rarement, ça peut arriver, mais c'est vraiment très rare. Et donc, il y a vraiment des incertitudes concernant les performances techniques. On ne sait pas à quoi ils sont adaptés, ce qu'ils valent. Voilà. Et donc, en fait, c'est dû au fait que le secteur de la construction n'est pas organisée en fonction de ces matériaux. Et donc, il y a toute une série de questions qui se posent concernant la garantie, la responsabilité des acteurs. Voilà, donc ça nous semblait nécessaire d'étudier ce cadre technique et d'aller plus loin. Alors, notre postulat dans le cadre de ce projet, c'était que les produits de réemploi doivent répondre à des exigences techniques au même titre que des produits neufs, parce qu'ils doivent être aptes à l'usage auquel ils sont destinés. Mais la manière d'évaluer et de déclarer les performances devrait pouvoir différer. Alors pour ça, on a développé une procédure de justification des performances techniques des matériaux de réemploi. Donc, vous voyez à gauche, c'est un article qui est paru dans le CSCC Contact de janvier 2020, qui résume cette procédure en 4 pages, donc c'est assez court. Et alors, dans le délivrable ici, c'est un délivrable qui vient de sortir, qui vient d'être publié. Là, on détaille un peu plus cette procédure. Et cette procédure, elle est appliquée à 5 matériaux différents, donc les briques de terre cuite, les isolants en laine minérale, les éléments de structure en acier, les installations techniques et le parquet en bois massif. Alors, pour décrire brièvement cette procédure de justification, elle se base sur 2 concepts, l'application visée et le gisement. Donc l'application visée, c'est simplement l'application future du produit, l'application destinée. Et le gisement, on l'a défini comme l'ensemble de matériaux ou d'éléments qui se trouvent dans une zone définie, dans un bâtiment défini, et qui présentent des caractéristiques et une histoire commune. Alors, la notion d'histoire, elle est importante dans le cas du réemploi parce qu'on considère que si des matériaux ont vécu des histoires différentes, enfin un même type de matériau a vécu des sollicitations différentes, il est probable qu'il ait vieilli de manière différente et donc qu'il n'ait plus les mêmes performances actuellement. Donc cette procédure, elle se déroule en 4 étapes. L'identification des exigences relatives à l'application visée. Donc, en fonction de l'application visée, quelles sont les exigences, comme les exigences de réaction au feu, par exemple, de la résistance à la glissance pour des revêtements de sol. D'un autre côté, on a l'analyse de l'état et de l'historique du gisement, donc l'analyse de l'état et de l'historique du produit et du gisement si c'est possible, si le produit est encore présent dans le bâtiment. Ensuite, donc, on a ces 2 étapes qui peuvent se dérouler l'une après l'autre ou parallèlement. En fonction des cas. Et alors, on va passer ensuite à la 3e étape qui confronte ces 2 premières étapes pour déterminer quelles sont les méthodes d'évaluation des performances du produit. Et la dernière étape, là, consiste vraiment à évaluer en tant que telle les performances. Alors, cette procédure, elle se veut adaptée à un maximum de situations. Donc, qu'on aille chercher, par exemple, des matériaux chez un fournisseur de matériaux de réemploi,
ou alors qu'on fasse du réemploi in situ ou hors site, en flux tendu ou via une phase de stockage. Donc, c'est vraiment une procédure qui se veut la plus généraliste possible. Donc, je ne vais pas savoir décrire toutes les étapes dans le cadre de cette présentation. Je vais juste parler de la dernière étape qui est l'évaluation des performances techniques. Donc là, on a développé différentes méthodes d'évaluation, l'évaluation directe, l'évaluation indirecte, l'évaluation par essai, le contrôle de la chaîne et l'évaluation lors de la nouvelle application. Donc toutes ces méthodes d'évaluation, elles peuvent être combinées. Donc on peut, pour telle ou telle performance, par exemple, décider d'évaluer directement une performance et faire un contrôle de la chaîne en plus pour avoir plus de sûreté par rapport à la performance évaluée. Et ces différentes méthodes d'évaluation, elles peuvent se dérouler en des temporalités différentes. Donc du processus de démontage, de dépose, pendant la déconstruction, pendant la préparation au réemploi, lorsqu'on amène ce produit sur le nouveau site et même lors de la nouvelle application. Alors pour vous donner juste quelques petits exemples, pour l'évaluation indirecte par exemple, cette évaluation-là, elle se base sur la connaissance de l'histoire du matériau ou sur de la documentation qu'on a retrouvée ou encore sur des valeurs par défaut. Donc, par exemple, ici, on a des parois RF dont on a récupéré l'isolant en laine minérale. On a retrouvé des fiches techniques, on a retrouvé la masse volumique de la laine de roche. Donc, on peut réutiliser cette valeur a priori parce que ce n'est pas une performance qui risque d'avoir vieilli si évidemment l'état visuel de la laine minérale semble correct. Ensuite, on peut décider, par exemple, pour les performances techniques, de prendre des valeurs dans des ABAC. Ici, on a la réglementation PEB, donc l'annexe DRT de la PEB, qui fournit des valeurs par défaut pour certains matériaux. Donc ici, on a la conductivité thermique de la laine minérale. Donc on peut décider de réutiliser cette valeur parce que cette valeur est en fait est pénalisante pour des matériaux neufs, mais pour des matériaux de réemploi, ça semble assez justifié de prendre un certain degré de sécurité. Évidemment, il faut une série de vérifications à côté pour être certain que les panneaux soient quand même en bon état, qu'ils ne soient pas percés, etc. Sinon, ça risque d'être, de ne pas être correct comme valeur. Alors, une autre possibilité aussi, c'est l'évaluation par essai. Donc, ce sont des essais comme des essais pour des matériaux neufs, mais il y a une série de points d'attention par rapport à ces essais. Un des points d'attention, c'est la représentativité des échantillons. Donc, ici, par exemple, on a effectué un essai de résistance au gel-dégel de briques de réemploi. Mais la question, c'est déjà combien d'éléments on va tester, combien d'échantillons on va prendre, parce que les normes sont adaptées aux produits neufs. Et donc, elles définissent un certain nombre d'échantillons, mais pour une production en usine, pas pour des produits qui sont récupérés sur site. Donc, l'idée ici, c'est vraiment ça va être de réfléchir à ça et de sélectionner une série d'échantillons représentatifs, donc peut-être pris à des différents endroits, etc. Et enfin, un dernier exemple de mode d'évaluation, c'est le contrôle de la chaîne. Donc, dans ce cas-ci, on ne va plus évaluer précisément une performance. On va plutôt vérifier via une série de tris et en se basant sur le savoir-faire des acteurs qui vont trier ces matériaux. On va vérifier si ces matériaux sont aptes à satisfaire aux exigences, mais sans mesurer l'exigence précisément. Donc, par exemple, ils vont passer par toute une série d'étapes de nettoyage. On va vérifier que les briques ne sont pas friables. On va peut-être aussi, ça c'est certains fournisseurs de matériaux de réemploi font ça, ils frappent un objet métallique sur les briques et en fonction du bruit qu'elles font, ils savent dire si elles sont fissurées ou non. Et donc, c'est vraiment un processus de tri comme ça. Et donc voilà, c'est une autre manière de faire et qui nous semble assez prometteuse pour le réemploi parce qu'elle n'est pas trop coûteuse, ça permet de vérifier l'entièreté des éléments, mais évidemment, il faut quand même que ce soit suffisant pour vérifier les performances.
Donc voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé au niveau du timing, Charlotte. Donc concernant le projet BBSM, il y a toute une série de délivrables qui sont disponibles sur le site de BBSM et sur le site du CSTC. Et si vous avez des questions concernant l'évaluation de performance technique, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, et donc le CSTC travaille à toute une série de projets concernant l'économie circulaire, mais aussi l'urban mining et notamment le réemploi des matériaux. Donc voilà, toute la série, tous les projets de recherche sont repris sur le site, donc n'hésitez pas à aller les voir. Merci. Un tout grand merci, Florence, et merci d'avoir respecté le timing. Tu es pile poil dans les clous, donc c'est super. Voilà, et ben on va attaquer du coup la session de 2 questions-réponses. Alors, j'ai 2-3 questions qui me sont posées, mais je ne sais pas, Florence, si tu en as d'abord en présentiel. Non, pas de questions en présentiel. Ok, alors moi j'en ai une première pour toi. Qui peut effectuer un inventaire de réemploi? Donc la question c'était qui peut effectuer un inventaire de réemploi? Donc c'est une question qui a été abordée dans le cadre du projet CRBE. Et en fait, il y a toute une série d'acteurs qui peuvent effectuer cet inventaire réemploi. Donc ça peut être des architectes. Ça peut être intéressant que les architectes le fassent si ils sont liés au projet d'intégration et donc en fait, s'ils ont une idée de l'utilisation future de ces matériaux de réemploi, évidemment, ce sera plus facile de savoir lesquels ont un potentiel. Ça peut être le maître d'ouvrage qui ferait une première évaluation, même si par après, il pourrait faire appel à d'autres acteurs. Ça peut être des bureaux d'études, des experts du bâtiment. On pourrait même imaginer lier cet inventaire réemploi à un audit pré-démolition. Des experts en réemploi, évidemment. Ça peut être aussi des entrepreneurs en construction, démolition, qui auront plus d'idées de la faisabilité logistique et technique que d'autres acteurs. Des revendeurs de matériaux pourraient aussi faire cet inventaire. Mais peut-être qu'eux se limiteront plutôt aux matériaux qui permettent des gains rapides et pour lesquels le marché est plus développé. Donc il y a toute une série d'acteurs qui peuvent faire cet inventaire réemploi, mais ça dépendra, enfin chacun aura ses avantages et ses limites. Donc on m'a demandé en présentiel s'il fallait une sorte d'accréditation, si des critères, enfin si tout le monde pouvait le faire ou pas. Pour l'instant, il n'y a aucune accréditation qui existe. C'est encore quelque chose qui est en cours de développement. Et non, il n'y a rien d'accréditation. N'importe qui pourrait le faire. Mais évidemment, voilà, ça sera plus ou moins précis. Et ça dépend aussi du but de cet inventaire. Si c'est juste pour que des fournisseurs, pour informer des fournisseurs des matériaux qui sont présents, ou si c'est pour informer le maître d'ouvrage. Enfin, voilà, ça dépend vraiment des cas. Alors Florence, moi j'ai encore une question. Est-ce qu'il y a une suite qui est prévue au projet que tu as présenté, le BBSM? Ouais, donc est-ce qu'il y a une suite au projet de l'EBSM? Il y a une suite en effet, donc il y a un projet de capitalisation du projet FCRBE, donc le premier projet que j'ai présenté. Et donc l'idée là, c'est vraiment d'appliquer cette procédure à des corps de métier spécialisés. Donc là, c'était une procédure assez générale qu'on a appliquée à quelques matériaux précis, mais là, on va vraiment pouvoir l'appliquer pour des corps de métier et essayer vraiment de spécialiser les gens au réemploi des matériaux. Et alors, on s'intéresse aussi au sujet dans le cadre d'autres projets et on va notamment organiser des workshops pour encore aller plus loin. Voilà, donc on continue à travailler à la question. Alors, j'en ai une dernière pour toi. Comment prescrire des matériaux de réemploi dans un cahier des charges? Donc ça, c'est une bonne question aussi. Dans le cadre de FCRBE, il y a un autre guide qui a été écrit, qui est un guide pour... il y a un deuxième guide qui a été écrit dans le cadre du projet FCRBE. C'est le guide pour l'intégration des matériaux de réemploi dans des projets de grande échelle ou des projets publics, qui peut déjà répondre à certaines questions. Et dans le cadre du marché CCTB 2022, le CCC a écrit toute une série d'articles
pour prescrire des matériaux de réemploi. Et là, l'idée, donc ils vont paraître à la fin de l'année, je pense, mais ils ont déjà été pour la plupart écrits. Et l'idée, en fait, c'est quand on prescrit un matériau neuf, donc dans le CCTB, donc le cahier des charges type des bâtiments, qui est utilisé pour les projets publics à Bruxelles et en LMI, mais aussi dans des projets privés, c'est possible. Donc là, l'idée, quand on prescrit un matériau, on va pouvoir choisir si le matériau est neuf ou de réemploi, mais tout sera repris dans le même article et on peut même laisser le choix à l'entrepreneur de choisir de matériaux neufs ou de réemploi. Donc là, c'est une 70aine d'articles qui ont été écrits. Et sinon, par rapport à la prescription même, en résumé, en fait, il faut que les matériaux soient aptes à l'usage. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de prescrire des exigences aussi importantes que pour des matériaux neufs, mais on peut être plus flexible sur certains points, comme les exigences d'ordre esthétique ou liées à des choix de mise en œuvre spécifiques. Et on pourrait aussi indiquer quels sont les défauts qui vont être acceptés pour ces matériaux. Ça va vraiment être spécifique au réemploi. Donc, par exemple, on pourrait dire pour des carrelages, on peut accepter des petits restes de mortier ou des choses comme ça, où tels défauts seront acceptables, qui ne seraient pas nécessairement acceptables dans le cas de matériaux neufs. Et alors, ce qu'on conseille aussi, c'est de ne pas prescrire des produits qui devraient respecter des exigences trop élevées, qui demanderaient trop de tests, etc., pour que ça ne soit pas trop dissuasif non plus pour les entrepreneurs. Et ce qui va aussi être important au niveau de la prescription, c'est de bien se mettre au point avec les différents acteurs au niveau des responsabilités, évidemment, parce que c'est toujours la grosse question. Voilà. Super, un tout grand merci pour ces réponses hyper précises. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu voudrais donner ou une information complémentaire? Ah, excuse-moi, il y a une autre question qui vient de tomber. Est-ce qu'il y a des centres de recyclage agréés qui existent et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement les contacter? J'ai pas bien compris le début. Est-ce qu'il y a des centres de recyclage agréés? De recyclage ou de réemploi? Ici, dans la question, c'est recyclage. Je ne suis pas spécialement calée en recyclage, mais si c'est de réemploi plutôt, il n'y a pas encore de centre en tant que tel. Il y a des fournisseurs de matériaux de réemploi, mais qui parfois fournissent des matériaux sans déclarer de performance technique. Et alors, il y a le projet Iris Vert qui est en cours, qui s'intéresse au réemploi des matériaux et qui aimerait peut-être mettre en route des procédures, etc. Mais je pense que ce n'est pas encore au point pour l'instant. Et sinon, concernant le recyclage, il y a des centres de recyclage, mais je ne sais pas si la question porte vraiment là-dessus. Alors, la personne... Rotor, c'est un fournisseur de matériaux de réemploi, oui. Et Opalis, c'est un site qui reprend toute une série de fournisseurs, dont Rotor, en fonction à chaque fois soit des matériaux, des endroits, etc. Et donc là, il y a toute une série de fournisseurs qui sont indiqués. Et alors, Florence, la personne précise un peu sa question. C'est à la fois des centres de recyclage, mais également des centres de réemploi. Donc, la question est plus large que le recyclage. Ok. Oui, ma réponse ne change pas vraiment, mais... Et alors, tu as parlé d'un projet Iris Vert, c'est possible? Tu pourrais juste nous l'écrire? Donc, je vais l'écrire comme ça, tout le monde le voit. Super, merci. Donc, le projet Iris Vert, c'est assez vaste. Moi, je connais surtout une partie où ils veulent mettre en place une plateforme, peut-être de stockage, matériaux de réemploi, et peut-être que dans cette plateforme, dans cet espace de stockage, on pourrait mettre au point des procédures de vérification des performances techniques de ces matériaux de réemploi. Donc, c'est assez intéressant. Et alors, il y a d'autres projets aussi. C'est le projet Circulaire, où il y a... Oui, je ne sais plus comment c'est exactement. Enfin, c'est un projet de Baptiter, Seco et Jacques Delance qui vise aussi à mettre au point des procédures de justification des performances techniques de réemploi. Donc, c'est aussi quelque chose à suivre. Oui, c'est ça, c'est Circular Reliability.
Voilà, je l'ai aussi mis dans le chat. J'ai un problème pour prononcer ce mot. Oui, c'est ça, voilà. Et Donc, alors, c'est avec Jacques Florence, Delors, Eco et Batiter. Ouais. et Florence, nous avons un participant en ligne qui a mis également les 2 liens de Opalis et Rotor DC. Oui, donc ça, je le disais justement oralement. Donc, Opalis, c'est un répertoire de fournisseurs de matériaux de réemploi. Il y a toute une série d'informations en plus intéressantes sur les matériaux de réemploi. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter, c'est assez complet. Super. Eh bien, écoute, le temps file, donc je propose qu'on clôture tout doucement cet atelier qui était très, très, très intéressant. Alors, corrige-moi si je me trompe, mais donc si on veut en savoir plus sur le CSTC, on peut vous contacter par mail, donc toi-même, Florence, donc florence.poncelet@bbri.be, et on peut également vous suivre sur LinkedIn. Oui, c'est ça. Super. Alors, si vous, en tant que participant, vous avez envie un jour de venir visiter le BRIC, alors en présentiel ou en virtuel, selon ce que la crise sanitaire nous permettra de faire, il y a un formulaire qui est disponible sur le site de l'EFP et vous pouvez également nous contacter par mail à info@efp.be ou par téléphone au 0800 85 210. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube. Et donc, j'ai eu la question dans le chat en début d'atelier. Pour les personnes qui ont loupé le début de la présentation, vraiment pas d'inquiétude. L'ensemble de la présentation sera également disponible sur la chaîne YouTube de l'EFP et sera également transmise aux partenaires, donc à Florence Poncelet, et probablement que vous pourrez également la voir sur le site du CSTC. Alors voilà, on est arrivé au bout. Ça a été un plaisir d'accueillir Florence Poncelet aujourd'hui. Un grand merci à vous qui nous avez suivis. Donc, nous avons été jusqu'à 15 participants à un moment donné de cet atelier. Un grand merci de nous avoir suivis. Si vous avez d'autres questions, vous avez les coordonnées du CSTC et de Florence Poncelet. Si vous avez d'autres questions par rapport au BRIC ou à l'EFP, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous vous souhaitons une très, très belle journée. Merci Florence, merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.